La République Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé hier au stade de l'amitié sino-gabonaise le tout premier permis de conduire digitalisé, une révolution numérique qui marque un tournant historique pour la modernisation de l'administration gabonaise. Comment protéger ses proches et assurer la transmission de son patrimoine en toute sécurité? Au Gabon, le testament est un outil juridique puissant, pourtant encore trop peu utilisé. Entre le legs authentique devant notaire et les réalités traditionnelles, quel arbitrage pour la justice? C'est le dossier de la rédaction. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bienvenue au 13h. C'est un tournant historique pour la modernisation de l'administration gabonaise. Le pays passe au permis digital. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a lancé hier au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Akanda le tout premier permis de conduire digitalisé, une révolution numérique qui vise à renforcer la sécurité des documents officiels, faciliter les contrôles par les forces de l'ordre et simplifier les démarches administratives suivant la communication présidentielle. En qualité de premier citoyen, le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema au volant de son véhicule montre l'exemple en procédant à la conversion de son permis de conduire en version digitalisée. L'administration gabonaise entre dans l'ère du numérique. Le service public s'inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation impulsée par le numéro 1 gabonais. Cette transformation se concrétise par la digitalisation du permis de conduire, un document essentiel qui encadre la conduite et offre désormais de nouvelles opportunités aux usagers en matière de sécurité, d'accessibilité et de simplification des démarches. Il y a une semaine, jour pour jour, nous avons lancé au sein du ministère des Transports une opération de digitalisation de tous les actes délivrés par la marine marchande. C'est désormais chose faite. Et aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, nous ne faisons que traduire en actes concrets vos très hautes instructions. Le permis de conduire numérique, un outil à la fois plus sûr, plus fiable et moins contraignant. Ce nouveau format répond aux enjeux cruciaux, lutte contre la fraude, sécurisation des données et simplification des procédures administratives. Au cœur de cette réforme, un processus structuré en 5 étapes, l'enregistrement du demandeur dans une base de données centralisée. Ensuite, le traitement du dossier, le paiement constitue la 3e phase, désormais dématérialisée. La biométrie, 4e étape. Enfin, l'impression du précieux sésame. C'est un permis qui offre beaucoup d'avantages, c'est un permis sécurisé, qui se conserve avec facilité, qui est plus durable parce que nous passons du format papier au format macaron. Il s'agit d'une innovation majeure dans le secteur de transport, conforme aux standards internationaux, intégrant des technologies de pointe grâce à un partenariat stratégique avec une entreprise gabonaise spécialisée dans les solutions technologiques innovantes. En réalité, c'est une entreprise qui a fait ses classes. On a travaillé dans des pays de la sous-région sur les permis de conduire la carte grise, mais aussi sur des cartes d'avocat dans un autre pays très proche du nôtre. Donc on a une certaine expérience. Ringus Digital, en réalité, a essayé de percer le marché des transports depuis 2017. Aujourd'hui, c'est l'opportunité que nous offre la 5e République, où la considération et la promotion de l'entrepreneuriat est beaucoup plus palpable et beaucoup plus visible. Le permis de conduire digitalisé répond aux attentes d'une société gabonaise de plus en plus connectée. Très satisfaite. J'ai terminé et là j'attends de récupérer mon récépissé provisoire. Le pays avance et évolue de manière significative par rapport à la digitalisation. Et c'est vraiment très efficace. C'est vraiment sécurisé vu qu'il tire un peu des informations au niveau de la base de données de la pièce d'identité.
Le développement du secteur de transport passe surtout par la digitalisation des services publics avec un délai de livraison de 7 jours. Un indicateur de la performance de l'administration déterminé à montrer sa capacité à offrir un service public moderne, rapide et fiable, une procédure simplifiée visant à renforcer la sécurité routière et améliorer la gouvernance dans ce secteur. Et sachez que la durée de l'enrôlement est de 6 mois. Le renforcement de l'axe Libreville-Luanda au cœur de l'agenda diplomatique du palais Rénovation, le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu hier également avec l'ambassadeur d'Angola au Gabon, Joachim Do Espirito Santo, Aline Dila et Armand Moupende. Pour le point. Les relations de coopération entre la République gabonaise et la République d'Angola ont franchi une nouvelle étape significative à la faveur de l'audience accordée par le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola accrédité au Gabon. Une rencontre inscrite dans une démarche diplomatique structurée, marquée par la volonté des autorités angolaises de consolider les liens bilatéraux. Le diplomate angolais est venu de ce fait solliciter l'accord du chef de l'État pour l'organisation d'une visite officielle du président de la République gabonaise en Angola. En réponse, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a marqué son accord de principe pour cette visite officielle en Angola, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle phase d'intensification des relations entre Libreville et Luanda. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par le président de la République. C'est justement avec lequel d'ailleurs j'ai évoqué les questions d'intérêt commun dans le cadre de renforcement des excellentes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qu'entretiennent l'Angola et le Gabon. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a réitéré son vif intérêt pour la consolidation d'un partenariat solide, stratégique et avantageux entre l'Angola et le Gabon. Cette perspective de visite constitue une opportunité majeure pour les deux pays de renforcer davantage les liens de fraternité, d'amitié et de coopération qui les unissent depuis de longues années. Elle permettra également d'approfondir les échanges dans les secteurs stratégiques, notamment dans le domaine économique où le Gabon entend accélérer la transformation locale de ses ressources naturelles. Les relations sont en beau fixe. Nous travaillons pour avoir prochainement une commission mixte durant laquelle nous allons pouvoir réexaminer les accords signés entre nos deux pays et avancer pour de nouveaux accords de coopération entre nos deux pays qui vont être axés sur les questions économiques et commerciales fondamentalement. Dans cette dynamique, les deux parties ont exprimé leur volonté commune de valoriser leurs expertises respectives dans des domaines clés tels que les infrastructures, le pétrole et le développement économique en vue de bâtir un partenariat mutuellement bénéfique et durable. À travers cette audience, le Gabon et l'Angola réaffirment leur engagement à consolider leur partenariat bilatéral et à inscrire leur coopération dans une trajectoire résolument tournée vers le développement, l'intégration régionale et la prospérité partagée. Quittons le palais présidentiel pour l'aéroport Léomba où le pont aérien se poursuit pour nos compatriotes bloqués au Moyen-Orient. Après l'arrivée d'un premier contingent de 36 personnes dimanche dernier, une deuxième vague de rapatriés en provenance du Qatar a regagné le sol national hier. Ce sont 7 nouveaux Gabonais qui ont été mis en sécurité loin du fracas des missiles. Les détails avec Sheila Mebalé et Ludovic Bitegué. Une nouvelle vague de ressortissants gabonais a foulé le sol national ce mardi. Parmi eux, 7 officiers stagiaires accueillis à leur descente d'avion par le ministre de la Défense nationale. Vous êtes notre joie de vous voir sur les très hautes instructions de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, mais surtout chef suprême des forces de défense et de sécurité,
qui n'oubliera jamais un militaire, quelle que soit la condition dans laquelle il se retrouvera. Donc vous êtes au nombre de 6 stagiaires militaires qui étaient en formation au Qatar. Et avec vous, l'une et deux de nos compatriotes qui étaient aussi dans les mêmes conditions. On vous a demandé de rentrer pour attendre l'apaisement de la situation. À leur côté, une civile également rapatriée, soulagée de retrouver le pays après plusieurs jours d'incertitude. C'est une situation sécuritaire exceptionnelle qu'on a vécue. Le Qatar a toujours été très calme et le fait d'entendre des missiles et de les voir arriver, d'entendre les interceptions, de voir les murs trembler, je ne me sentais plus en sécurité. Je tiens à remercier particulièrement les autorités gabonaises. Je serai extrêmement reconnaissante parce que j'ai à un moment donné eu peur pour ma vie et aujourd'hui je me retrouve là à la maison. Le gouvernement, par l'entremise du ministère des Affaires étrangères, précise que les opérations se poursuivent progressivement en fonction des contraintes logistiques et des plans de vol disponibles. La cellule de veille et d'assistance d'urgence reste mobilisée avec pour objectif le retour de tous les Gabonais encore présents dans la zone. Les autorités appellent à la compréhension des familles, le temps de finaliser ces opérations de rapatriement. Je vous donne la parole, ça va? Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. C'est avec ce message d'espoir et d'engagement que le Gabon s'est joint hier à la communauté internationale. Une journée dédiée à la sensibilisation, mais aussi à l'évaluation des efforts accomplis pour éradiquer cette épidémie mondiale. Au niveau national, la stratégie repose désormais sur le contact direct. Le reportage est signé Fallon Oba-Moukani et Abdoul Bouassa. Sensibiliser, éduquer, informer, voilà en quoi consiste cette journée de célébration mondiale. La tuberculose est une maladie contagieuse causée par une bactérie appelée bacille de Koch dont la transmission se fait d'une personne malade à une personne saine. Lorsque une personne tousse depuis plus de 2 à 3 semaines, la personne consomme les antibiotiques usuels, mais la toux est toujours la persistante, accompagnée des fièvres. À un certain moment donné, il y a une perte de poids, un amaigrissement. D'autres peuvent manifester des douleurs thoraciques, des difficultés à respirer. Il faut aller dans un centre de santé, aller consulter. Un examen de crachat qu'on appelle le Gene Expert. C'est à partir de là qu'on peut, ou bien on va diagnostiquer le microbe de la tuberculose et mettre la personne sous traitement. Des logements exigus, l'insalubrité sont entre autres des facteurs qui favorisent la tuberculose. On s'occupe de la tuberculose sensible et de la tuberculose résistante. Normalement, pour la tuberculose sensible, avant le traitement, il durait 6 mois. Maintenant, avec les nouvelles normes, les nouvelles réformes de l'Organisation mondiale de la santé, le traitement est revenu à 4 mois. Donc, on est en train de voir au Gabon comment instituer ce traitement pour que ça s'arrête à 4 mois dans certaines formes de tuberculose. Maintenant, pour ce qui est de la tuberculose résistante, on a également réduit le traitement de 2 ans, voire à 6 mois. Le dépistage de la tuberculose est gratuit dans toutes les structures sanitaires. Le traitement aussi est gratuit. Au Gabon, l'incidence de la tuberculose est de 371 cas pour 100 habitants. La population active est la plus touchée dont l'âge varie entre 15 et 55 ans, avec un pic compris entre 25 et 35 ans. Dans 3 jours, exactement le 28 mars, ce sera la journée mondiale de lutte contre un autre mal. Il s'agit de l'endométriose, une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui touche 10% de femmes en âge de procréer. Une conférence scientifique s'est tenue avec pour thème endométriose, résilience, adaptation et espoir, des témoignages de personnes atteintes, mais aussi des explications de médecins. Voyons le point avec Fernande Zangvé et Gérard Magnagna. On n'est pas trop jeune pour avoir une endométriose. Osons briser le silence. Voici l'un des messages sensibilisateurs de cette maladie chronique invalidante. Véritablement, qu'est-ce que l'endométriose? Généralement, c'est les douleurs invalidantes, douleurs pelviennes invalidantes. Nous avons les dyspareunies, douleurs pendant les rapports intimes avec son conjoint, douleurs pendant la miction, douleurs pendant la défécation, douleurs pendant
on va dire, douleur pendant la période de règles, avant, pendant et après. Peut-on en guérir? À ce jour, il n'y a toujours pas de traitement contre l'endométriose pour éradiquer l'endométriose totalement, mais il y a des traitements palliatifs. Elles en souffrent depuis des décennies. Dans ce témoignage, elles libèrent la parole. Avec l'endométriose, notre corps mène une lutte chaque mois qui est indescriptible. Notre douleur est tellement intense que même les médicaments qu'il y a sur le marché n'arrivent pas à nous calmer. Donc à toutes les femmes qui souffrent, quand elles ont leur menstru, ne vous excusez jamais et dites que vous souffrez. Au Gabon, certaines ont décidé d'en faire un plaidoyer. Nous menons des activités de sensibilisation dans les écoles, dans les administrations. Nous avons eu donc un plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale avec les femmes parlementaires justement pour parler de l'endométriose durant la journée de droits de la femme. Mars jaune, mois de sensibilisation à l'endométriose, permet de briser le tabou et réduire le diagnostic tardif de cette maladie chronique touchant une femme sur 10. Produire du poisson et des légumes en plein cœur de la ville, c'est le pari audacieux de la SIAG. À Kanda, la société d'incubation et d'innovation agricole gabonaise déploie un modèle de production intégrée qui ne laisse pas les autorités indifférentes. La ministre du Commerce des PME, Channing Zenabaninga, s'est rendue d'ailleurs sur place pour toucher du doigt cette réussite de l'entrepreneuriat local. Voyons cela avec Yannick Menga. Élever des poissons et produire des fruits et légumes en milieu urbain, c'est le pari réussi de la société d'incubation d'innovation agricole gabonaise, installée à Akanda. Ici, les techniques modernes d'agriculture et de pisciculture cohabitent pour offrir une production locale durable et adaptée aux réalités urbaines. Une initiative saluée par le ministre du Commerce, des PME-PMI et de l'entrepreneuriat des jeunes en visite dans les installations de cette PME innovante. Au-delà de la production, l'entreprise s'impose également comme un acteur de la formation. De nombreux jeunes y sont initiés aux techniques agricoles et piscicoles de nouvelle génération. Cette visite s'inscrit dans le cadre des visites de proximité que Madame le ministre a instituées depuis plusieurs mois déjà pour s'enquérir des cadres de travail des entrepreneurs, surtout des jeunes entrepreneurs locaux. Portée par une vision ambitieuse, la SIAG entend désormais passer à une échelle supérieure. On a mis un site en place qui permet de former les gens, les accompagner dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Et cet accompagnement, c'est 96% pratique et 6% théorique. Donc, on veut permettre à nos concitoyens de sortir de l'agriculture de subsistance pour un autre modèle d'agriculture plus rentable et plus dynamique. Un secteur encore peu développé au Gabon, mais qui représente une véritable opportunité. Pour plusieurs observateurs, ce type d'initiative constitue une piste sérieuse pour renforcer l'autosuffisance alimentaire du pays. 130 étudiants de l'université Omar Bongo suivront une formation dans les métiers de l'aviation civile au sein de l'université Epikaizo. La convention paraphée entre les deux universités et l'ANBG vise également à promouvoir le développement du secteur aéroportuaire gabonais. Voyons cela avec Léonel Mboutso-Pissam et Roméo Lembini. À travers une convention paraphée entre l'UOB, l'université Epikaizo et l'agence gabonaise des bourses du Gabon, 130 étudiants de l'université Omar Bongo seront formés dans les métiers de l'aviation civile. Et ce programme en fait vient apporter une main-d'œuvre tellement demandée dans le secteur de l'assistance aéroportuaire, qui est un secteur en pleine croissance et porte dans la vie de tous les jeunes. J'encourage les étudiants, sinon les Gabonais, à se mettre dans ces secteurs-là parce que ce sont des secteurs d'avenir.
et les œuvres universitaires en tant que levier stratégique du gouvernement en matière d'accompagnement social des étudiants. Nous nous portons garant pour le logement des étudiants qui vont choisir de venir dans cet établissement et tout ce qui concerne la restauration, le volet sanitaire, tous les volets, sinon l'accompagnement social même, nous promettons de pouvoir de jouer notre rôle. Le projet innovant, né d'un partenariat public-privé, permettra de redynamiser ce secteur avec une main-d'œuvre locale. Au sortir de là, nos enfants ont des emplois directs et nous répondons à la problématique d'adéquation formation-emploi. Donc l'ANBG s'inscrit dans cette logique parce que l'ANBG accompagne le gouvernement dans la lutte contre le chômage. Par cette convention, la première du genre, l'État gabonais via l'UOB entend lutter contre le chômage en formant des étudiants prêts à l'emploi et dans les métiers de l'aviation civile en particulier. Un exemple, édition de partenariat académique local qui permet aux étudiants gabonais d'avoir accès aux débouchés. Chaque année, des milliers d'étudiants sortent diplômés des universités gabonaises, mais pour beaucoup, l'entrée dans la vie professionnelle demeure un véritable parcours du combattant et pour cause, l'inadéquation entre les formations reçues et les besoins réels du marché du travail, conséquence directe de la hausse du taux de chômage. Le reportage est signé Esmine Kayumba et Abdoul Bouassa. C'est une problématique réelle. Au Gabon, les modules de formation dans les universités et grandes écoles sont souvent mal adaptés aux besoins du marché de l'emploi. Un décalage que l'on peut considérer comme étant une crise structurelle. L'inadéquation observée dans nos formations, c'est le manque d'interaction entre les entreprises, donc le tissu économique et nos universités. Des programmes trop théoriques, peu de pratique et parfois pas de lien avec les réalités professionnelles. Bref, tout un cocktail pour compléter la liste de chômeurs au sortir de la formation. Les bacheliers, on a à peu près 80, on va dire peut-être 70% de littéraires et au mot 30% des scientifiques. Or, la plupart des entreprises dont les besoins sont clairement exprimés sont dans le secteur productif. Donc, ils ont besoin en fait de techniciens pour leurs entreprises. Or, malheureusement, on reçoit beaucoup plus d'étudiants dans le domaine littéraire que scientifique. Selon certaines sources, le mal réside dans les orientations des étudiants. On a ouvert à l'Université Omar Bongo une faculté des sciences. Et l'idée initiale de cette faculté, c'était justement de permettre de récupérer les bacheliers, par exemple littéraires, les A, qui pourraient, dans des domaines, parce que ce n'est pas tous les domaines scientifiques qui sont pointus. On peut parler de même l'agriculture. Bon, c'est vrai qu'il faut des bases scientifiques, mais ce n'est pas les mêmes bases scientifiques qu'il faudra à quelqu'un qui veut faire l'agriculture que celui qui veut faire par exemple des mathématiques ou de la physique. Les échanges avec notre expert du ministère de l'Enseignement supérieur nous ont révélé que des réformes profondes sont envisagées afin de pallier cette situation qui met en mal les sorties écoles et les entreprises à la recherche des profils adaptés. Place à présent à notre dossier consacré à l'héritage, un dossier de la semaine. C'est un acteur central de notre vie civile et pourtant son rôle reste encore entouré d'un certain mystère pour de nombreux Gabonais, entre une image parfois jugée élitiste et un réel déficit d'information. La culture du notaire a encore du mal à s'ancrer dans nos habitudes. Pourtant, de la transaction immobilière à la succession, le notaire est le rempart indispensable pour sécuriser biens et actes juridiques. Quelle place occupe réellement cette profession dans notre société? Élément de réponse avec Régis Teris Ngondong et Abdoul Bouassa. Authentifier, sécuriser, conseiller, le notaire est un acteur clé de la vie sociale. Mariage, acte de terrain, succession, son intervention garantit la légalité et protège les citoyens. Mais dans les pratiques, est-il vraiment connu du grand public? Dans nos traditions, c'est plus verbal. Moi, par exemple, j'ai perdu ma mère. Elle a fait un testament verbal. Mais mes frères et soeurs, toute la famille a dit non, 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 pourquoi c'est à toi seulement qu'on a appelé pour dire ça? Nous n'avons pas la culture du notaire. Et c'est ce qui engendre aujourd'hui plusieurs problèmes dans l'héritage, surtout en ce qui concerne la succession. Surtout
lorsque celui qui a laissé cet héritage a eu beaucoup de relations, alors il faut qu'on apprenne à connaître ce que c'est qu'un notaire. Allez voir le notaire pour mettre les choses à jour avant que les choses arrivent. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un notaire? Le notaire est un officier ministériel et public. Il est là pour délivrer, certifier des actes pour le compte de ses clients. Son rôle, c'est déjà de rassembler tous les héritiers, dont les successibles. Il va essayer de vérifier l'actif et le passif du défunt, de celui qui est parti. Une fois que tous les héritiers sont réunis, il pourra procéder soit à la liquidation de la succession, donc du patrimoine qui a existé, et enfin de s'assurer que chaque héritier a bel et bien obtenu sa part d'héritage. Pourquoi parle-t-on de manque de culture notariale? C'est vrai que beaucoup ne connaissent pas le rôle que joue un notaire, mais il est aussi important de sensibiliser. Une fois que cela est fait, beaucoup de Gabonais seront au courant et on ne parlera plus de spoliation, de telle succession de la veuve, de l'orphelin, etc. Le notaire, un acteur discret mais essentiel. Connaître son rôle, c'est faire le choix de la sécurité, de la transparence et de la prévoyance dans la gestion des affaires. Et si le droit moderne consacre le testament écrit comme l'ultime volonté du défunt, dans nos sociétés africaines, la parole a longtemps primé sur le papier. Dans la tradition bantoue, le testament est oral, sacré et souvent lié à une transmission symbolique au sein du clan. Entre ce document officiel et la volonté verbale exprimée, quelle est la valeur réelle de ces dernières paroles sur le plan traditionnel? Comment concilier coutumes ancestrales et rigueur administrative? Césarine Andem et Cédric Zindong se sont penchés sur la question. Dans la tradition africaine, le testament est avant tout symbolique et sacré. Il est bien plus qu'un simple inventaire de biens. Il est perçu aujourd'hui comme étant le dernier lien vivant entre le défunt et sa communauté. Il est oral. Le testament existe dans nos traditions. En tant que tel, il n'existe pas sous forme écrite. Dans une langue que je connais un peu bien, la langue des enfants, on dit par exemple « mayam ». Mayam, c'est les dernières volontés qu'un défunt va émettre et qui visent d'une certaine façon à montrer le cap après lui. Il vise en réalité l'harmonie après la mort du défunt. Dans ce milieu ancestral, la parole du mourant est respectée comme une loi indiscutable afin d'éviter que les héritiers ne rentrent en conflit. Il y en a qui décèdent, mais qui ne sont pas constitués comme tout le monde, donc qui ne sont pas, entre guillemets, des personnes lambda, qui sont des personnes chargées. Et donc, si l'héritage ou la volonté n'est pas respectée, il peut se faire dans la famille un certain nombre de répercussions qui peuvent aller même jusqu'à mort d'homme. Traditionnellement, on ne transmet pas que des objets, des biens, mais on transmet aussi une identité. Dès cet instant, le testament devient une transmission immatérielle. Dans nos traditions, avant les biens matériels, on hérite d'abord la famille du défunt. Et donc, à ce moment-là, il faut comprendre que les choses ne se jouent pas exactement de la même manière. Et c'est pourquoi il y a ces conflits-là. Pour les garants de la tradition, il est souhaitable que l'État aménage un cadre bien spécifique pour régler les problèmes d'héritage, de succession, comme le font certains pays africains. La solution serait peut-être pour notre État aujourd'hui d'avoir un dispositif qui permette aux coutumiers de s'imbriquer avec le légal conventionnel. Cet acte oral contient souvent des conseils de vie, des bénédictions ou des rappels de valeurs ancestrales. C'est un acte de préparation à l'au-delà. Sachez que ce soir, vous aurez d'autres reportages relatifs à ce dossier de la semaine sur l'héritage au Gabon. Tout autre chose à présent, factures d'électricité contestées ou coupures d'eau injustifiées face aux litiges croissants entre usagers et opérateurs. Quel est votre dernier recours? C'est ici qu'intervient l'ACE. L'Agence de régulation du secteur eau et électricité se présente comme
le gendarme indispensable pour rétablir l'équilibre et garantir la protection des droits des consommateurs. Jean-Augustin Dengue fait le point. Organisme de l'État créé en 2010, la RCE a pour mission principale de réguler les activités du secteur de l'eau et de l'électricité, veiller au respect des droits des usagers, de protéger les intérêts des consommateurs et d'accompagner gratuitement ces derniers dans la résolution des litiges. Des différends de diverses natures surviennent fréquemment entre les usagers et les opérateurs. Dans ce contexte, à quel moment peuvent-ils saisir la RCE et faire valoir leurs droits? Nos procédures recommandent que l'usager saisisse préalablement l'opérateur. À la suite de la saisine, l'opérateur est censé se prononcer dans des délais impartis par les lois ou les règlements en vigueur. Si l'usager estime ne pas être en harmonie avec la décision qui a été prise par l'opérateur, à ce moment donné, il saisit l'ARCE en joignant tous les éléments susceptibles d'étayer sa prétention. Pour l'année 2026, plusieurs dossiers sont déjà inscrits sur la table de l'autorité de régulation du secteur de l'eau et de l'électricité. Il y a des investigations a posteriori qui sont menées par l'opérateur. Il ne suffit pas de proclamer que mon appareil a été endommagé à la suite d'une coupure de la SCG. Il faudrait naturellement apporter la preuve et simplement entrer dans le cadre des personnes qui seront par la suite dédommagées. Bien qu'elle ne soit pas une juridiction, l'autorité de régulation dispose néanmoins de mécanismes lui permettant d'amener les opérateurs mis en cause à se conformer à la réglementation en vigueur. L'ARCE, nonobstant l'absence de sanctions clairement établies au sein de la loi 26/2010, a au moins des sanctions à l'endroit des opérateurs qui s'inscriraient en marge du cadre réglementaire ou légal de la République. À ce jour, 45 plaintes ont été enregistrées par l'Agence de régulation du secteur de l'eau et de l'électricité. Parmi celles-ci, 9% concernent des sinistres liés, entre autres, aux coupures intempestives d'électricité. Évoquons à présent ce geste de solidarité en direction de la 2e région militaire d'Oyem, dans la province du Walentem. Un forage industriel a été officiellement livré aux troupes par l'acteur politique et économiste parfait du Fibibang, une initiative qui vise à soulager les besoins en eau des personnels militaires, illustrant une volonté d'agir directement sur le terrain social. Candy Mwekwi, la correspondance. Un forage industriel d'eau potable qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, faire de l'eau et de l'électricité une priorité pour tous. Pour cette cérémonie, une présence remarquable, celle du général de division Bonjang Madama, chef d'état-major adjoint chargé du personnel et de la logistique de l'armée de terre. Un déplacement qui traduit l'importance accordée à cette initiative par la hiérarchie militaire. Cet ouvrage revêt une importance capitale pour la première personnalité de l'armée de terre. Je citais le général de division Sosten Ngari. Aujourd'hui, vous nous avez doté de cet ouvrage. Recevez toute la gratitude du commandement militaire. Aux côtés des forces de défense, l'homme d'affaires et acteur politique parfait du Fibiban, expert en hydraulique et en énergie, engagé dans des solutions concrètes. Le forage que vous allez visiter tout à l'heure est un modèle que nous faisons déjà. En Guinée équatoriale, nous en avons fait plusieurs centaines, mes partenaires et moi. Le pilier numéro 1 du chef de l'État, bel et bien, l'eau et l'électricité. Et moi, je me suis positionné comme un véritable officier pour combattre ce problème d'eau et d'électricité dans notre pays parce que les solutions, nous les avons. Financé sur fonds propres avec l'appui de partenaires internationaux, ce forage industriel dispose d'une capacité suffisante pour alimenter durablement plusieurs usagers. Moment solennel, la bénédiction de l'ouvrage et la décoration à titre honorifique, symbole de vie et d'espoir. Ces forages industriels capables de desservir plusieurs usagers vont bien au-delà du cadre militaire. Il dessine un modèle de développement reproductible dans les villages, les communes et à travers tout le Gabon. Avis de tempête sur le football gabonais réunis au siège de l'ANFPG. Les footballeurs et les clubs amateurs brisent le silence. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'irrégularité, j'y arrive, flagrante dans le processus électoral de la FEGAFOOT. Entre manque de transparence et doute sur le renouvellement du comité exécutif, le ton monte chez ces acteurs de terrain. Le point sur cette colère avec Irma Ekila et Ludovic Bitegué.
C'est une composante des acteurs majeurs du football monté au créneau pour mettre en relief à travers un échange avec la presse nationale et internationale sur les dysfonctionnements relevés dans le processus électoral enclenché par le bureau exécutif de la Fédération gabonaise de football. Des griefs relevés à l'endroit de la commission électorale. Le football gabonais n'appartient pas à une minorité de décideurs. Il appartient aussi et d'abord à ceux qui le font vivre sur le terrain. Éducateurs, joueurs, bénévoles, dirigeants locaux, clubs de base, centres de formation et clubs amateurs. Or, les clubs amateurs continuent d'être marginalisés dans l'organisation institutionnelle de la FEGAFOOT. Mieux, ce collectif des acteurs du football interpelle le bon sens des autorités politiques. Le football et le sport en général étant l'affaire de tous. Nous interpellons également l'Assemblée nationale et le Sénat. Une république crédible ne peut pas voter des lois d'un côté et tolérer leur violation de l'autre. Le silence institutionnel face à de telles dérives serait une faute étatique et politique. La suite de ces démarches constituera la position affichée de ces acteurs majeurs qui demandent qu'une voie autorisée apaise les tensions pour des tests en vigueur. L'ANFPG, qui est donc l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas le journal des provinces à 18h30 avec Alphane Dombi Moussavou et à 20h, Ahmad Beni Evaka s'invitera chez vous. Excellent après-midi à tous et à demain, 13h.